Je suis assise ici et je repense à une scène toute simple que j'ai observée récemment dans un lieu public. Un enfant, pas plus de 8 ans, regarde sa mère avec une intensité presque dramatique. Pas parce qu'il est blessé, pas parce qu'il est en danger, mais parce que une vidéo ne charge pas assez vite sur son téléphone. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas l'enfant, c'est le silence autour de lui. Personne ne semblait trouver ça étrange, comme si c'était devenu normal. L'impatience immédiate, la frustration instantanée, la dépendance à une réponse rapide du monde. Et à ce moment-là, une pensée m'a traversé l'esprit, simple mais un peu inconfortable. Et si nous avions rendu la vie tellement facile à nos enfants qu'ils ne savent plus quoi faire quand elle ne l'est pas? Je ne parle pas ici de confort matériel, je parle de ce confort invisible qui s'est glissé partout, des solutions rapides, des réponses instantanées, des distractions infinies. Tout est conçu pour éviter l'attente, pour éviter l'ennui, pour éviter le vide. Mais personne ne nous a vraiment prévenus du coût caché, parce que que je commence à observer avec les années, n'est pas une génération paresseuse, comme certains aiment le dire trop vite. Non, c'est quelque chose de plus subtil, une forme d'impatience nerveuse, une difficulté à rester avec une émotion inconfortable sans chercher immédiatement une sortie. Et c'est là que le sujet devient intéressant et un peu inquiétant. Dans cette vidéo, je veux vous emmener à traverser que j'appelle le coût silencieux de la commodité. C'est que nous gagnons en confort, mais surtout c'est que nos enfants risquent de perdre sans même s'en rendre compte. Dans le monde dans lequel nous élevons nos enfants aujourd'hui, tout semble avoir été conçu pour éliminer une seule chose, l'attente. Et au début, cela paraît être une bénédiction. Pourquoi laisser un enfant s'ennuyer alors qu'un écran peut l'occuper? Pourquoi le faire patienter alors qu'une solution rapide existe? Pourquoi compliquer une tâche alors qu'un raccourci est disponible? Mais en observant attentivement, on commence à voir une dynamique étrange se former. Les enfants s'habituent très tôt à une règle implicite. Si quelque chose ne vient pas immédiatement, alors il y a un problème. Une vidéo qui ne charge pas devient une source de frustration. Un jeu qui demande un effort un peu prolongé devient ennuyeux. Une réponse qui prend du temps devient insupportable. Et n'est pas de la mauvaise volonté, c'est de l'adaptation. Le cerveau humain, surtout à l'adolescence, est extrêmement plastique. Il apprend vite ce qu'il doit attendre du monde. Et dans un environnement où les récompenses sont constantes, rapides et prévisibles, il ajuste ses attentes en conséquence. C'est ici que la notion de gratification instantanée devient importante. À force d'avoir accès à tout de suite, vidéos, messages, jeux, réponses, le système de récompense du cerveau s'habitue à des pics fréquents de stimulation. Et progressivement, les activités qui demandent du temps, de la patience ou de l'effort commencent à sembler lentes, voire pénibles en comparaison. Je l'ai vu dans des situations très ordinaires. Un enfant incapable de rester concentré sur une tâche qui n'offre pas de récompense immédiate. Non pas parce qu'il est incapable d'apprendre, mais parce que son seuil de tolérance à l'attente a été recalibré par son environnement. Et c'est là que le problème devient intéressant. Ce n'est pas que les enfants ne veulent pas attendre, c'est qu'ils n'ont presque plus besoin de le faire. Chaque moment vide est comblé. Chaque frustration est contournée. Chaque difficulté est simplifiée ou retirée. Et sans que personne ne s'en rende compte, une compétence essentielle commence à s'éroder doucement, la capacité à rester avec l'inconfort sans fuir immédiatement vers une distraction. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible en un jour, mais c'est cumulatif. Et dans la partie suivante, on va regarder ce que ce changement fait réellement au cerveau en développement et pourquoi ce n'est pas seulement une question de comportement, mais de structure mentale. Quand on parle du cerveau des enfants, il est facile de penser à quelque chose de fixe, comme une machine déjà câblée. Mais en réalité, le cerveau d'un enfant est un chantier permanent. Il se reconstruit en fonction de ce qu'il répète chaque jour. Et aujourd'hui, ce qu'il répète le plus souvent, ce n'est pas la patience, ce n'est pas l'attente, ce n'est pas même l'ennui, c'est la stimulation constante. Ce qui est intéressant, c'est que le cerveau ne fait pas de distinction morale entre bon et mauvais dans ce contexte. Il fait une chose beaucoup plus simple. Il l'optimise. Il apprend ce qui apporte une récompense rapide et il y retourne.
Quand un enfant passe d'une vidéo à une autre en quelques secondes ou qu'il obtient une réponse immédiate à une question, son système de récompense est activé de façon répétée. Ce système, notamment lié à la dopamine, renforce le comportement qui vient de produire cette satisfaction. Et progressivement, un schéma se met en place. Effort lent égale peu intéressant, stimulation rapide égale préférable. Mais ce n'est pas seulement une question de plaisir, c'est aussi une question de structure cognitive. Une partie essentielle du cerveau, le cortex préfrontal, est responsable de la planification, du contrôle des impulsions et de la gestion de l'attention. C'est lui qui permet de dire ⁇ Je n'ai pas envie maintenant, mais je continue quand même parce que c'est important ⁇ Sauf que ces types de compétences ne se développent pas dans le vide. Ils se développent dans la répétition de situations où l'enfant doit gérer l'attente, l'ennui ou la difficulté sans échappatoire immédiate. Or, si chaque inconfort est immédiatement supprimé par un écran, une solution rapide ou une intervention extérieure, le cerveau n'a pas l'occasion de renforcer cette capacité. Je l'ai remarqué dans des scènes très banales. Un adolescent face à une tâche simple, mais qui demande plusieurs minutes de concentration. Son attention se fragmente rapidement, pas parce qu'il ne comprend pas, mais parce que son cerveau cherche instinctivement une sortie plus stimulante. Ce qui est troublant, c'est que cela ressemble parfois à de l'agitation ou de l'irritation, alors qu'en réalité, c'est souvent une forme de déséquilibre entre le niveau de stimulation attendu et celui fourni. Et le plus délicat dans tout ça, c'est que le confort moderne n'est pas un ennemi évident. Il est agréable, il est pratique, il est rassurant pour les parents. Il évite les conflits, les pleurs, les frustrations visibles. Mais il agite aussi comme un filtre invisible entre l'enfant et certaines expériences essentielles à son développement. Parce qu'apprendre à attendre, à s'ennuyer un peu, à résoudre un problème sans solution immédiate, ce ne sont pas des détails, ce sont des briques fondamentales de la maturité cognitive. Et dans la prochaine partie, on va aller plus loin, ce que tout cela enlève silencieusement aux enfants, même quand tout semble fonctionner normalement en surface. Ce qui est peut-être le plus difficile à accepter dans tout cela, c'est que rien ne semble cassé au premier regard. Les enfants vont à l'école, elles mangent bien, ils ont accès à tout ce qu'il faut, elles sourient, elles jouent et elles apprennent. En surface, tout paraît normal. Mais il existe des choses qui ne se voient pas immédiatement, des compétences invisibles. Et ce sont souvent celles-là qui définissent la solidité d'un adulte en devenir. La première, c'est la patience réelle, pas celle de quelques secondes, mais celle qui permet de rester engagé dans quelque chose, même quand ce n'est pas agréable immédiatement. La deuxième, c'est la capacité à s'ennuyer sans paniquer. Oui, l'ennui, ce mot que beaucoup d'adultes essayent aujourd'hui d'éliminer à tout prix de la vie des enfants. Pourtant, l'ennui n'est pas un vide inutile. C'est un espace mental où le cerveau apprend à se réorganiser, à créer, à réfléchir sans stimulation externe. Et quand cet espace disparaît trop tôt, remplacé systématiquement par des distractions, quelque chose change dans la structure émotionnelle de l'enfant. Il ne sait plus vraiment quoi faire avec le rien. La troisième compétence, plus subtile encore, c'est l'autonomie émotionnelle. C'est la capacité à ressentir une frustration, un échec ou une attente sans avoir immédiatement besoin qu'un adulte, un écran ou une solution externe viennent combler ce vide. Et c'est ici que le confort moderne joue un rôle paradoxal. Parce qu'en voulant protéger les enfants de l'inconfort, on finit parfois par les priver de l'apprentissage de la gestion de cet inconfort. Je pense à des scènes très ordinaires. Un enfant qui abandonne rapidement une tâche dès qu'elle devient difficile, non pas par manque d'intelligence, mais parce qu'il n'a pas été habitué à traverser la difficulté sans interruption. Ou encore un adolescent qui se sent submergé par une situation pourtant gérable, simplement parce qu'il n'a pas développé les outils internes pour la réguler seul. Et les parents, souvent, réagissent avec les meilleures intentions du monde. Ils interviennent vite, ils simplifient, ils évitent les conflits, ils retirent la difficulté. Par amour, par fatigue aussi parfois. Mais sans s'en rendre compte, cette répétition envoie un message implicite. Tu n'as pas besoin de gérer qu'à seul. Et à long terme, cela peut fragiliser la confiance interne de l'enfant face au monde réel.
Le monde réel, lui, ne s'adapte pas toujours à nos rythmes. Il ne donne pas de récompense immédiate à chaque effort. Il demande parfois de la lenteur, de la persévérance, de la frustration même. Et c'est là que le décalage apparaît. Des enfants très entourés, très stimulés, mais parfois moins équipés pour affronter la réalité quand elle ne coopère pas. Ce n'est pas une catastrophe soudaine. C'est une accumulation silencieuse. Et la question que cela laisse derrière moi, en tant que personne qui observe ces dynamiques depuis longtemps, est simple mais lourde. À quel moment le confort cesse-t-il d'aider et commence-t-il à remplacer des expériences que les enfants auraient dû traverser? Dans la conclusion, je veux revenir sur cette idée sans jugement, mais avec une question ouverte. Parce qu'au fond, ce sujet ne parle pas seulement des enfants, il parle aussi de nos choix quotidiens. Au fond, tous ces eux que nous avons explorés ramènent à une idée assez simple, mais pas forcément confortable à accepter. Le confort n'est pas le problème en lui-même. Personne ne souhaite rendre la vie des enfants difficile inutilement. Offrir de la facilité, de la sécurité et de la rapidité fait partie de l'évolution normale du monde moderne. Mais lorsque cette facilité devient systématique, presque automatique, elle commence à remplacer des expériences essentielles. Attendre, s'ennuyer, échouer, recommencer, persévérer. Et ces eux sont précisément ces expériences-là qui construisent la solidité intérieure. Ce que j'observe aujourd'hui, ce n'est pas une génération moins capable, mais une génération qui a parfois eu moins d'occasions de s'entraîner à gérer l'inconfort sans solution immédiate. Et cela change la manière dont elle réagit au monde. Pas parce qu'elle est fragile par nature, mais parce que certaines compétences ne se développent que lorsqu'elles sont sollicitées. La vraie question n'est donc pas de revenir en arrière ou de rejeter la technologie ou le progrès. Ce n'est pas réaliste et ce n'est pas nécessaire. La question est plus subtile. Où est-ce que nous facilitons trop au point de retirer sans le vouloir des opportunités de croissance? Parce que chaque fois que nous supprimons une frustration, nous supprimons aussi parfois une leçon. Et peut-être que l'équilibre à retrouver n'est pas celui de la difficulté, mais celui de la résistance. Laisser un enfant vivre un peu d'ennui, un peu d'attente, un peu de désagrément, sans intervention immédiate, juste assez pour qu'il découvre qu'il peut le traverser. Je termine avec cette réflexion simple. Le but n'est pas de rendre les enfants plus confortables, mais de les rendre plus capables. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Avez-vous remarqué ces changements autour de vous, dans le comportement des enfants ou des adolescents? Vos expériences sont importantes et je prends toujours le temps de vous lire. Si cette réflexion vous a parlé, n'hésitez pas à aimer, partager et vous abonner. On continue ensemble à décoder ces que personne ne dit vraiment sur l'éducation moderne, mais que beaucoup ressentent déjà.